Merci beaucoup. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que disait Thierry, merci à tous. Merci de nous avoir invités et de nous fournir une tribune pour présenter une des recherches qui a été menée dans le cadre de ce projet Movida soutenu par le ministère du Développement durable et l'ADEME, et qui est assez innovant dans la mesure où ce sont des marketeurs, donc des gens de marketing qui s'approprient un peu ces problématiques et qui fournissent peut-être un cadre un petit peu différent de ce que peut fournir la sociologie, l'anthropologie, la psychosociologie ou même l'économie surtout, qui sert de base, j'allais dire, à l'utilisation et à la vision des grandes politiques publiques qui sont mises en œuvre. Donc, la question ici qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un article sur lequel une recherche sur laquelle on a travaillé et qui consiste à explorer dans quelle mesure les outils classiques utilisés dans le cadre de politique économique et dont on entend de plus en plus parler, c'est-à-dire dès qu'il y a un souci, il faut apporter un label, hein, histoire de trouver une solution et de rejeter cette solution sur les consommateurs. Dans quelle mesure cette vision politique peut être un tout petit peu amendée, et on peut s'interroger sur le fait que finalement, quand on parle du passage des attitudes à l'acte, on peut y mettre effectivement des petits éléments de diagnostic qui montrent qu'on n'est pas complètement à la fin du propos et qu'on n'est pas complètement arrivé à la solution miracle qui va permettre de transformer les grands modèles économiques en des modèles aujourd'hui inspirés du développement durable. Donc quel est le contexte exactement aujourd'hui? C'est celui effectivement d'une recherche de nouveaux modèles économiques parce que changement climatique, parce que externalités négatives des modèles de production. Et donc on va inventer aujourd'hui une voie dans laquelle on va pouvoir orienter tous ces modèles économiques vers quelque chose qui soit un petit peu plus respectueux. On a deux grands paradigmes, hein. Le paradigme coercitif, c'est mauvais donc on interdit, et puis on n'autorise que les bons produits sur le marché. Mais ça va à l'encontre d'une vision économique inspirée des travaux néoclassiques sur lequel l'individu, le consommateur, doit avoir sa liberté de choix, doit avoir cette capacité de pouvoir effectuer rationnellement des choix optimaux pour arriver à un équilibre merveilleux du système économique. Donc on n'a pas une vision coercitive, on a une vision plutôt incitative où on va proposer un outil supplémentaire, informationnel, à des consommateurs, et ça aura l'avantage de ne pas tordre le mécanisme des prix et ne pas imposer une vision réactionnaire pour certains du modèle économique où on plafonnerait un certain nombre de choses, on imposerait un certain nombre de choses, on interdirait un certain nombre de choses. Donc on laisse la liberté, mais avec plus de responsabilité. Donc qu'est-ce qu'on voit comme contexte dans ce secteur un peu particulier qui est le secteur agroalimentaire, où vous connaissez par cœur tous les grands problèmes qui se pointent à cet horizon-là? C'est l'idée que une agriculture soutenable, durable, c'est inspiré de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, on limite les pesticides, bref. Aujourd'hui, on est dans une vision où on a un taux de notoriété absolument exceptionnel du label. Super, on arrive à des taux de notoriété supérieurs à 90% dans certaines couches de population. Et pourtant, la part de marché du bio, c'est inférieur à 2%. Donc on a encore un hiatus, encore un décalage. Je rebondis effectivement sur ce qui a été dit précédemment. On est toujours dans cette problématique d'exploration de ce décalage entre des attitudes, une velléité de dire oui, je ferai tout bien, et au final, un résultat qui n'est pas complètement en concordance avec ça. Alors, on a essayé de creuser du coup ce décalage, essayé de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ce type de résultat. L'idée, c'est que quand le consommateur va faire ses courses, donc va
entrer dans le système économique via la consommation, il va avoir une vision du monde qui n'est pas uniquement celle que souhaiterait un certain nombre d'acteurs, qui est, oh, il va regarder le label, il va être inspiré par ce label, et c'est tout ce qu'il a à regarder. En fait, le contexte informationnel est assez large. Il y a énormément de dépenses de publicité dans tous les sens, des stimuli publicitaires verbaux et écrits, et des images de toutes sortes, qui lui créent un environnement et qui arrive en fait en concurrence avec l'information publique labellisante. Donc en fait, ce label, c'est pas quelque chose qui viendrait ex nihilo de nulle part et qui s'imposerait comme une évidence informationnelle à tous les consommateurs, mais il vient en plus, quelque part, dans une jungle d'informations et de mécanismes informatifs. Et ça pose un problème, d'autant plus que c'est pas très facile pour des entreprises de dire, bon, bah, à partir de demain, j'ai compris que le meilleur moyen, c'était de faire de la labellisation, donc je pars labelliser tous mes produits. En fait, c'est long, c'est coûteux, c'est difficilement réversible, et la question in fine qui se pose, c'est effectivement, est-ce que c'est utile ? On espère tous que, effectivement, ça soit utile, parce que c'est le gros mécanisme dont on dispose. Eh bien, cette recherche va essayer d'explorer justement les conditions d'efficacité, les conditions d'utilité pour le consommateur. Donc c'est un des aspects, c'est vraiment, on part de grands éléments généraux et on va creuser une tête d'épingle pour voir si effectivement, dans tous les cas, ça se passe. Donc rapidement, une petite revue de littérature sur en fait, dans quel cadre on peut penser, enfin, en tout cas, le label est pensé dans les zones de décision européennes en particulier, et dans un certain nombre de travaux en économie. C'est cette revue de littérature, elle se base sur l'idée que sur un marché, il y a des asymétries d'information. Un certain nombre de caractéristiques de mon produit, moi en tant que producteur, je les connais, mais mon consommateur ne les connaît pas. Donc, je vais essayer de véhiculer un certain nombre d'informations de sorte à informer des qualités, des caractéristiques de mon produit que le consommateur ignore. C'est tout un tas d'attributs qu'on nomme attributs d'expérience quand il s'agit de l'expérience de consommation ou de croyance. Je reviendrai là-dessus s'il y a des questions, mais ce n'est pas là le focus immédiat. Comment est décodée cette information par le consommateur ? Globalement, de deux manières différentes. La première, c'est que le signe qui est envoyé, il est recalibré dans les mots, dans les termes, dans les conditions qui donnent du sens pour le consommateur. Donc je vais avoir affaire à une croyance descriptive, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons, je sais pas, un indicateur quelconque qui pourrait être vendangé à la main sur une bouteille de vin. Eh bien, ce vendangé à la main, je vais le recalibrer dans mon langage à moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vois un vigneron qui fait des choses à la main, donc c'est traditionnel, donc c'est un mécanisme de vinification traditionnelle, donc c'est un vin du terroir. Bref, je recalibre l'information. Donc ça, c'est bien, il y a des distorsions un petit peu entre signifiant et signifié à ce niveau-là, mais globalement, on imagine que si la communication est bien faite, eh bien, ça va dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi des choses qu'un certain nombre de chercheurs en marketing ont commencé à montrer, c'est qu'il y a des phénomènes de magic bullet effect, ou d'effet boule de neige, ou d'effet de halo, qui fait que quand on améliore un attribut, eh bien, les autres attributs évoluent de manière corrélée dans le même sens, alors même qu'ils n'ont pas forcément grand-chose à voir. C'est-à-dire que je vais donner une information sur un sujet, et en fait, le consommateur va en déduire un certain nombre d'informations en fonction de l'expérience, en fonction de son schéma, de son système de croyance, de ce qu'il a envie qu'on lui raconte, de ce qu'il a envie de recevoir. Et donc, l'idée, c'est de dire que ici, globalement, si on travaille sur le label AB, le label bio, il va avoir comme capacité à générer de croyances descriptives, c'est l'idée de respect de l'environnement. Mon produit va respecter l'environnement. Tant mieux, c'est effectivement ce dont le cahier des charges de plus de 150 pages veut dire, mais c'est synthétisé en un logo qui signifie dans une croyance descriptive au consommateur, le produit que tu vas acheter est respectueux de l'environnement. On est dans un système de mécanismes durables et souhaitables. Mais il ne va pas dire que ça. Il va dire aussi un certain nombre d'autres choses, parce qu'en fait, moi, si j'achète dans l'agroalimentaire un certain nombre de produits, eh bien, le critère numéro 1 d'achat, c'est pas du tout celui-là. Un certain nombre de travaux ont montré que les critères numéro 1, dans l'agroalimentaire en particulier, c'était, de manière évidente, l'aspect gustatif. Donc c'est le goût. Deuxième critère, c'est la santé.
Très bien. Donc il faut que je me fasse une vision du monde de mon produit à travers ça. Donc je vais en inférer un certain nombre de choses sur le goût et sur la santé. Donc mon label bio, il va me donner des informations sur le goût, il va me donner des informations sur la santé. Donc ça, c'est le premier point de comment est-ce qu'on peut analyser l'effet d'un signe sur le processus de décision du consommateur. Et c'est une grille d'analyse très, très rapide, mais qui est une des directions qu'on a prises pour développer ça. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut appréhender le label. Le label, à mon sens, c'est rien d'autre qu'une marque. Un signe qui est en fait une marque. Une marque qui a des caractéristiques, mais quand on parle de capital de marque, des travaux en communication, en marketing ou tout ça, on travaille sur l'analyse de Keller, sur les capacités d'une marque à pouvoir générer un certain nombre d'associations fortes, soutenables et qui sont capables de créer un avantage différentiel fort par rapport aux compétiteurs. Eh bien, la problématique est vraiment similaire dans le cadre d'un label. C'est-à-dire dans quelle mesure un label, on ne peut pas imaginer qu'il est doté d'un capital de label, c'est-à-dire d'une capacité à générer un certain nombre d'associations fortes, positives, soutenues et différenciantes par rapport à un produit non labellisé. Donc, ce schéma-là nous amène à penser d'une part que le contexte informationnel du consommateur, c'est l'idée qu'il existe a priori aujourd'hui aucun produit sans marque. Donc, la notion de marque est à mettre en avant et que le problème de la labellisation, il vient se surajouter à un problème de marque déjà présent. Donc dans ce cadre-là, c'est un contexte de co-branding qui va nous permettre d'avancer et de dire, voilà, dans quelle mesure eh bien, le label il peut être ou pas redondant, ou pas utile, ou pas discriminant par rapport à la marque dont je dispose et qui permet d'identifier le produit et de positionner le produit. Donc, on a mené une expérimentation pour essayer d'explorer un petit peu tout ça. Une expérimentation dans une catégorie de produits très classique, aujourd'hui largement démocratisée, qui a pour avantage d'avoir de très nombreuses références, très grand nombre de marques et de très nombreuses politiques de labellisation. Je vous en montre là que deux. Donc on a une expérimentation avec deux conditions. Une présence ou non de label. Les deux colonnes, la première colonne et deuxième colonne, où on labellise bio sur la deuxième colonne. Et puis on a pris deux niveaux de capital de marque. Un capital faible, qui est la marque M de Monoprix. On pourra faire la même chose sur Casino. Et la marque forte, qui est en fait la référence dans la catégorie de produits, qui est la Berry. On a interrogé des consommateurs qui ne sont pas des étudiants en fin de cycle, mais qui sont des clients qui sortaient de l'enseigne Monoprix, donc qui étaient dans l'environnement marchand, dans le mécanisme de décision d'achat. Et on a essayé d'explorer un certain nombre d'éléments, parmi lesquels la qualité globale perçue du produit, l'aspect numéro 1 du critère d'achat qui est le coût, l'aspect gustatif, l'aspect santé et l'aspect environnemental, pour voir un petit peu quel était ce qu'on appelait l'effet marginal de la labellisation, le marginal labeling effect, c'est-à-dire le petit supplément de marque, le petit supplément d'âme que peut apporter un label à une marque existante. Donc très rapidement, je passe aux résultats qui sont similaires à ceux que vous avez pu voir tout à l'heure dans le cadre de la présentation de Valérie, qui sont effectivement, donc vous êtes maintenant habitués à ces doubles effets. Le premier cadrage, vous avez à gauche les points lorsque les produits ne sont pas labellisés. En vert, vous avez la marque La Berry et en tiret bleu, vous avez la marque M de Monoprix. Et à droite, vous avez les produits labellisés. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? On voit que la marque M, lorsqu'elle n'est pas labellisée, elle est très mal évaluée en termes de qualité perçue, mais dès lors qu'elle bénéficie d'un label bio, la qualité perçue augmente fortement. En revanche, pour la marque de référence, on a une stabilisation complète, on n'a aucun effet du label sur la qualité globale perçue du produit. Donc là, on est quand même dans une situation où on peut se poser un petit peu des questions, un peu problème. Mon label, il est là, c'est le mécanisme rêvé par toutes les commissions européennes de la Terre pour pouvoir identifier, selon les terminologies d'Akerlof et de Spence, qui sont les auteurs référents sur le système, je comble mon asymétrie d'information et je véhicule une information sur la qualité de mon produit. Or, là, le label, certes, il véhicule de l'information sur la qualité, mais qui n'est pas utile, car la marque
présente initialement véhicule déjà cette information sur la qualité du produit. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce résultat? Le deuxième niveau nous permet de l'expliquer, c'est qu'effectivement c'est le goût. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on recalibre ça effectivement sur la formation d'un certain nombre de recherches, quelles que soient les préoccupations des individus. Le goût attendu est le critère déterminant de la qualité et de l'achat. Et en fait, on voit qu'on n'a aucun effet du goût par rapport, dans le cadre de la Berry, un très fort effet dans le cadre d'une marque à moindre capital de marque. En revanche, là où effectivement le label fonctionne bien, c'est sur les croyances descriptives, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le carré en bas à gauche. On a, dans les deux cas, une augmentation de l'item respectueux de l'environnement. Donc on augmente légèrement le vert, c'est la Berry, et on augmente plus fortement le M de Monoprix à un niveau qui est similaire. Donc voilà un petit peu les grands résultats de cette étude qui pose en fait les bases d'une réflexion un petit peu plus globale sur finalement cet outil qu'on appelle de nos voeux tous parce que c'est l'outil très pratique, il suffit de le lancer dans la nature, de le crédibiliser un peu, d'en faire quelque chose d'une forte notoriété, puis on escompte de ça, les pouvoirs publics en particulier, que les consommateurs s'en saisissent pour orienter leur schéma de consommation de sorte à ce que ça soutienne, in fine, les mécanismes économiques durables. Alors évidemment, je passe sous silence les problèmes d'offres, tout ça. C'est un mécanisme, qui permet d'améliorer la compréhension du processus de décision et qui permet de dire, attention, effectivement, si aujourd'hui on est stagnant sur 2%, peut-être que ces 2%, ces progressions ont été possibles parce qu'il y avait un public initialement très très réceptif à cette idée, à ces valeurs, à cette problématique de l'agriculture durable et biologique, mais qu'aujourd'hui on est à un deuxième niveau. On est à un niveau de construction de sens et à un niveau de persuasion qui nécessite peut-être de dépasser le cadre purement informationnel. Est-ce qu'il faut aller au cadre dans un contexte émotionnel? Est-ce qu'il faut se poser la question des attentes des consommateurs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent un discours sur la santé? Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de le faire? Non, les problématiques et les études sont assez disparates, mais globalement, c'est très très compliqué de montrer une amélioration de la santé. Et en plus, la mesure que j'avais faite sur la santé, c'était celle de menace pour la santé. Aujourd'hui, les conditions de consommation sont telles qu'en absence de crise alimentaire, il n'y a aucune angoisse sur la menace de la santé par les individus. Alors effectivement, on peut avoir des problématiques de meilleure santé, de diète, de tout ce qu'on veut, de régime, mais la menace santé n'est pas présente. Autre problème que pose cette étude, c'est effectivement la notion de finalement le label, c'est une marque intéressante dans la mesure où elle donne un véhicule, un certain niveau de qualité. Mais ce faisant, elle nivelle et l'homogénise les niveaux de qualité pour toutes les marques présentes. Or, la logique justement d'une marque, c'est de se positionner, c'est de se différencier, c'est de créer un segment particulier et c'est d'être différent des autres. La logique du label, c'est de dire, vous tous là, vous êtes bons, mais vous êtes ensemble et vous n'êtes pas différents. Donc, il y a une espèce de discours un petit peu paradoxal dans lequel il faut arriver à trouver comment est-ce qu'on peut se positionner, pour une marque en tout cas, dans cette velléité de dire, je suis le bon produit, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi différent par d'autres aspects. Je pense que les pouvoirs publics doivent intégrer aussi cette notion-là, et plus globalement, sur quel est le message du label et des labels en général. Est-ce que c'est un message purement informationnel qui me paraît un petit peu limité? Aujourd'hui, c'est je sais que la problématique marchande, elle est comme ci, comme ça. Mon label, il est là pour dire que l'agriculture biologique remplit un certain nombre de cahiers des charges, mais est-ce que c'est ça qui est attendu par le consommateur? Qu'est-ce qu'attend le consommateur? Et peut-être avoir une orientation plus marché, une orientation client, une orientation consommateur de la problématique des labels et d'avoir une véritable analyse de marque sur les labels, de sorte à ce que le deuxième palier puisse être passé et qu'on passe à peut-être une industrialisation plus large, une ouverture plus large sur d'autres cibles. Voilà, peut-être globalement, oui, j'ai terminé sur la question. Merci beaucoup pour votre attention.
Bravo beaucoup pour cette étude. Alors moi, je vais faire un témoignage de directeur de la RSE. Alors d'abord, on pourrait complexifier un tout petit peu le sujet, parce qu'il se trouve qu'en achetant du saumon bio, vous pensez effectivement faire un bon geste pour l'environnement. J'espère que mes amis de la Berry ne sont pas là. Mais en achetant du saumon, vous allez avoir un impact très fort sur l'environnement. Quand nous, on a mis en place l'affichage environnemental sur les produits à marque Casino, et notamment sur le saumon, on voit bien que quand on consomme une tranche de saumon, on impacte assez fortement les bilans, les émissions de carbone liées à votre consommation. Et donc, il est préférable de ne pas manger 3 tranches de saumon par jour au petit déjeuner, à midi, au soir, si vous voulez respecter l'environnement, même si il faut en manger. Donc, on voit bien la complexité, nous, qu'on a en tant que distributeur. Donc, je représente le groupe Casino. Il se trouve que Monoprix est une enseigne aujourd'hui du groupe, donc on est tout à fait à l'aise pour parler de ces sujets-là. C'est un sujet qui fait débat avec les directions marketing et les directions de communication, qui est celle du choix du label. Déjà, la première question qu'on se pose régulièrement, c'est: est-ce que le label est-il une marque, ou est-ce que le label est là pour certifier un certain nombre d'engagements qui est pris par la marque? On prend le cas de Max Havelaar, c'est des discussions qu'on a eues beaucoup avec eux. Ils ont fait ces dernières années une communication de marque et pas une communication de label, selon nous, c'est-à-dire très militante, qui faisait oublier peut-être aux consommateurs qu'ils étaient là pour certifier avant tout un certain nombre de critères par rapport à des cahiers des charges. Et ils se sont présentés comme une marque, ce qui peut poser pour nous un certain nombre de questions. Au sein d'une direction de la RSE, notre objectif, c'est d'amener l'ensemble de nos enseignes à orienter nos consommateurs vers les produits les plus responsables, en tout cas de leur donner les moyens de s'orienter vers les produits les plus responsables s'ils le souhaitent. Ce qui pose la première grande question, c'est quoi un produit responsable, qui est une question qui est aujourd'hui pas totalement résolue, on pourrait en parler toute une soirée. Et c'est vrai que le réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire finalement un produit responsable, c'est un produit sur lequel on va mettre un label, parce que le label, il va certifier une démarche par rapport à un cahier des charges, et donc il est très rassurant. Il est très rassurant pour une direction de la RSE, parce que pour nous, on s'assure que les équipes achats vont travailler avec des certifications externes. Il peut être rassurant pour un consommateur qui est souvent perdu dans un magasin. Il faut toujours se rappeler, quand vous faites vos courses, vous avez des milliers de références, vous y passez le moins de temps possible, et donc vous n'avez pas le temps d'éplucher toutes les étiquettes et de lire tous les produits pour choisir celui que vous souhaitez. Donc le label, il a cet intérêt d'être reconnaissable assez rapidement par le consommateur et d'être rassurant en même temps pour l'entreprise sur le niveau de certification. Alors, la difficulté, mais vous le connaissez parfaitement, c'est qu'effectivement les labels se sont développés. Aujourd'hui, on doit avoir plus de 400 labels au niveau européen. Certains ont de forte notoriété, d'autres n'en ont pas du tout. Donc il faut être capable déjà de se repérer sur les bons labels pour pouvoir certifier les bonnes choses. La deuxième question qu'on se pose assez rapidement, c'est labelliser un produit à marque Monoprix avec AB, c'est relativement peu risqué en termes d'image. Il y a assez peu de risques qu'on mette en défaut la certification qui est derrière. Par contre, vous avez d'autres labels, vous pouvez donc lier l'image de votre marque avec le label, qui peuvent être attaqués assez violemment dans la presse, par les journaux. Et donc, si vous construisez, comme certains groupes, l'ensemble de votre politique d'achat responsable et de produits responsables sur un label, ceux-là ne sont pas spécialement attaqués, mais Unilever est très lié aujourd'hui dans sa communication avec Rainforest Alliance. Si demain Rainforest Alliance est mis en cause sur les réseaux sociaux par une vidéo qui montrerait les conditions de travail, d'exploitation, ce qui peut toujours arriver, parce qu'aujourd'hui on sait que les sujets sont extrêmement complexes et vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe au mètre carré. Il y a Unilever indirectement, où ces produits ou ces marques vont se faire entraîner dans la même spirale, et finalement ils vont avoir construit une réputation de marque à partir d'un label qui va les mettre à risque. Donc c'est la deuxième question généralement que nous on va se poser dans le choix d'un label, et qui nous ramène en fait à la question qui est au-dessus de ça et qui explique un peu les démarches qu'on a pu prendre pour les enseignes et le groupe Casino, qui est finalement quelle information le consommateur aujourd'hui a besoin. Nous, ce qu'on sent, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a une partie de la population, pas toute, qui est effectivement très demandeur d'informations, aussi bien environnementales que nutritionnelles. Il nous semble que le mode le plus adapté aujourd'hui, c'est l'affichage environnemental qui a été mis en place avec le soutien de l'ADEME, qui consiste à calculer l'impact environnemental du produit selon des méthodologies qui sont validées par des experts, par des groupes de travail, par l'ADEME, et qui permettent à un client en magasin de connaître l'impact carbone. Alors aujourd'hui, on connaît l'impact environnemental sur plusieurs critères de son produit, et de s'orienter vers celui qui finalement a le meilleur impact. Alors on s'aperçoit qu'effectivement là on n'est pas dans une démarche de labellisation, on est dans une démarche aussi potentiellement de marque un jour, le jour où cet indice sera unique et reconnu, mais on est d'abord dans une démarche d'information transparente qu'on essaye de rendre simple et accessible aux consommateurs. Aujourd'hui, si vous allez dans un certain nombre de magasins, par exemple au rayon riz,
vous pouvez acheter des riz qui ont des indices très différents en termes d'impact sur le CO2. Donc si je prends l'indice le plus simple qui est l'indice CO2, vous avez des riz qui émettent 500 grammes de CO2 sur l'ensemble du cycle de fabrication, d'autres de 300 grammes de CO2. Donc si vous êtes plus intéressé par les questions environnementales, vous pouvez choisir le riz qui vous intéresse. Et ça, c'est une information qui est très peu contestable puisqu'elle est basée sur des référentiels uniques. Donc nous, c'est vrai que c'est le choix qu'on a souhaité faire sur les enseignes Casino, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas effectivement aussi des labels externes, mais avec toutes ces précautions qui sont prises aujourd'hui vis-à-vis de nos consommateurs et tous les risques que les labels peuvent présenter. La grande tendance aujourd'hui qu'on voit aussi émerger, que vous connaissez, c'est la mode du sang, alors qui n'est pas un label, qui n'est pas une marque, mais qui est une information de plus en plus mise en avant, sans huile de palme, sans parabènes, etc., qui est une attente du consommateur d'avoir accès à une information en fonction de l'actualité. Voilà, donc pour nous, c'est vrai que c'est toujours la question qu'on a avec les services marketing. Nous, on les pousse, et on est là pour ça, à toujours mettre en place des démarches d'achat qui soient plus responsables, on va dire du champ jusqu'à l'assiette, donc d'essayer de trouver les meilleures pratiques. Ça passe souvent par des processus de certification, mais le marketing et la direction des ventes, évidemment, veulent s'assurer que ces produits se vendent. Et il se peut que la mise en place de ces démarches coûte plus cher, et donc on a besoin d'être en mesure de valoriser auprès de nos consommateurs la différence de prix, d'où l'utilisation des labels. Voilà, donc on n'a pas réussi à réconcilier l'ensemble des dimensions de cette problématique, mais c'est vrai qu'elle est pour nous, l'étude pour cela, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle permet de nourrir les réflexions du marketing, qui sont toujours sur effectivement le trio, hein, c'est d'abord le prix, ensuite le goût, et après les attributs qu'on peut donner au produit. Donc c'est vrai qu'on est plutôt nous à la recherche de ce type d'études pour montrer l'efficacité ou non des labels et la perception des consommateurs. Et notre objectif, c'est effectivement de réussir à délivrer la bonne information aux consommateurs selon qu'ils s'intéressent aux questions nutritionnelles ou environnementales, dans un magasin, sur un produit, un packaging qui a un espace extrêmement réduit, ce qui peut ouvrir à beaucoup d'autres discussions au sujet sur le rôle des labels et de l'information environnementale et nutritionnelle.